Bonsoir et merci de nous rejoindre sur KTO pour ce mardi des Bernardins, enregistré comme toujours en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Ce soir, c'est un peu le printemps des poètes, juste après l'heure officielle. C'est donc notre printemps à nous. C'est une soirée qui vous invite à accorder toute sa place à la poésie pendant 52 minutes d'antenne avec, vous le verrez, quelques pépites de lecture qui vous seront offertes par nos 3 invités. Et ces invités, je vous les présente tout de suite. Blandine Merle, bonsoir. Alors, vous êtes professeur de lettres et vous écrivez de la poésie. Voici votre premier ouvrage publié aux éditions Chênes. Il s'intitule Par Obol. Il a reçu le prix de la vocation. En quelle année est-il paru ? Il vient de paraître en décembre dernier. D'accord. Voilà, j'ai reçu le prix en juin. D'accord. À vos côtés, Patrick Piguet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous êtes également professeur de lettres. Vous enseignez à l'ICP, à l'Institut catholique de Paris, et en Hippocagne, à Sainte-Marie de Neuilly. Vous avez enseigné dans de nombreux établissements scolaires auparavant. Voici un recueil de poèmes dont vous êtes l'auteur. Il s'intitule Source du ciel et il a été publié aux éditions d'En Face en 2007. Enfin, Gérard Pfister, bonsoir. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages de poésie, traducteur, mais également, nous en parlerons, éditeur. Vous avez en effet créé les éditions Art Fuyant, c'était en 1975. 37 ans. Voilà. Et vous avez publié de nombreux poètes déjà. Vous nous parlerez certainement du dernier ouvrage de Jean Mambrino tout à l'heure que vous avez publié. Vous m'avez également parlé de Valère Novarina plus récemment, ou encore de François Tching et bien sûr de nombreux autres auteurs. Ce soir, je présente 2 ouvrages de vous dont vous êtes l'auteur. Le Grand Silence, paru chez Art Fuyant, et puis un ouvrage dont je me suis beaucoup servi et que j'ai vraiment dégusté en préparant cette émission, La poésie, c'est autre chose, voilà. Et j'encourage vraiment les téléspectateurs à découvrir tous ces ouvrages que je présente. Alors, je vous propose dans un premier temps à tous les 3 d'interroger la place justement faite à la poésie et aux poètes par nos contemporains dans la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, la circulation de la parole semble aisée et plus médiatisée que jamais. Et pourtant, dans ce monde qui peut paraître bruyant, on a l'impression d'entendre très très peu de poésie et de poètes. Alors, est-ce que c'est selon vous paradoxal ou pas si étonnant que ça, puisque la poésie, elle relève de l'intime et puis elle relève aussi du silence? Je ne sais pas qui veut répondre. Gérard Pfister, peut-être? Oui, volontiers. Il faudrait d'abord rappeler ce que disait Baudelaire. Les Français ont une horreur congénitale de la poésie. Donc ce n'est pas nouveau, il ne faut pas s'inquiéter. Depuis lors, il y a eu de grands poètes qui ont fleuri en France, malgré tout. Et puis, c'est à l'heure où la communication triomphe qu'évidemment la poésie peut le moins se faire entendre, car la poésie, c'est la négation d'un usage de la langue comme outil de communication. La poésie a à voir avec la parole, avec le verbe, au sens le plus fort de ces termes. Et quand la parole et le verbe, dans leur acception spirituelle, sont en difficulté, eh bien, reste la communication. Nous sommes en période électorale, nous voyons ce que ça donne. Et on n'entend plus la poésie. Moins que jamais. Ouais. Alors justement, sur ce bruit et sur cette absence de la poésie, d'ailleurs, est-elle vraiment absente ? Oh non, on a donc, il n'y a pas longtemps, aménagé une place René Char en plein milieu de boulevard Saint-Germain. Elle doit faire 3 ou 4 mètres carrés. C'est déjà une place pour la poésie. C'est un espace. C'est un espace, voilà, c'est assez emblématique. Ceci dit, je pense que la poésie n'est pas toujours là où on l'attend. La poésie, elle se trouve bien sûr dans les écoles, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aussi elle se trouve dans le cinéma. Je sais pas, moi, le dernier film d'Emmanuel Ecrialese et Terra Firma est plein de poésie, mais ça ne se dit pas nécessairement en mots. Il y a davantage de poésie, peut-être aussi dans les romans qu'avant. Donc je pense que même l'écriture poétique
est peut-être présente là où on ne l'attend pas, là où elle ne se nomme pas poésie. Ce qui est le meilleur moyen de faire fuir quelqu'un, de faire fuir les libraires, que de dire qu'on apporte une revue de poésie, par exemple. J'ai vécu cette expérience. Oui, parce que la poésie n'est pas un produit culturel qui rapporte de l'argent, qui vient enrichir les éditeurs. C'est ce qu'on entend souvent aussi, c'est que ça ne se vend pas bien. Hein Ça se vend presque pas. Ouais, ça se vend presque pas. Je ne sais même pas si on peut dire que ça se vend pas bien. Ceci dit, mon expérience de colporteur de revue m'a montré que certaines librairies réservaient un accueil très chaleureux à la poésie. Vous voyez, c'est un peu comme les espèces en voie de disparition. On essaie de les protéger. Et donc, il y a quand même une reconnaissance pour ceux qui vont disparaître. Je trouve que c'est plutôt encourageant, puisque ça veut dire qu'il faut continuer, qu'il y a peut-être une nécessité. Une certaine culpabilité d'ailleurs. Personne ne vous dira que la poésie ne doit pas se vendre, ne doit pas être connue. Maintenant, les actes des éditeurs ne sont pas toujours là, n'ont pas toujours l'audience requise. Voilà ce qu'on peut dire. Blandine Merle, comment réagissez-vous à ce premier questionnement ? C'est vrai que nous sommes dans une société qui multiplie les modes et les formes de communication et que la poésie, elle, est un langage qui s'adresse à son lecteur et à son public d'une manière tout à fait différente de ces moyens de communication qui, eux, fleurissent. Et les ressources qu'elle exploite dans le langage ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, ces ressources et ces objectifs non plus ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'on n'est pas avec la poésie, on n'est pas dans un mode de communication qui vise l'information ou la distraction. On est plus dans une forme de langage qui cherche à atteindre le cœur de son lecteur et à le faire revenir sur ses propres expériences dans un rythme de lecture, par conséquent, qui est aussi très différent d'un rythme que peut impliquer d'autres formes de lecture. Gérard Pfister, la poésie, on a l'impression parfois qu'elle est une affaire de connaisseurs, qu'elle est un peu comme le territoire des élites. Vous m'en parliez en préparant cette émission, vous parliez de votre horreur ou de votre méfiance à l'égard des chapelles, des écoles, d'un certain académisme aussi. Oui, c'est vrai, l'académisme, c'est une grande tradition française. Depuis Richelieu, la littérature a été enfermée dans le carcan de petites élites et d'élites, évidemment, au service du pouvoir. C'était fait pour ça. Donc ça n'a pas fait de bien à la poésie que d'être sans cesse récupérée pour l'éloge de Louis XIV et de tant d'autres ensuite. Ça a continué d'ailleurs avec une certaine poésie engagée après la guerre, qui n'a pas donné de bien meilleurs résultats que les éloges au roi Soleil. Ça, c'est un premier problème. Il y a un autre problème de la poésie qui est le fait qu'elle est devenue un objet scolaire. Au fond, le seul contact que l'on a avec les poésies, c'est quand on est petit, qu'on apprend par cœur de La Fontaine, et puis c'est assez embêtant d'apprendre par cœur, même si La Fontaine c'est merveilleux, à cet âge-là, c'est pas là où on peut le mieux l'apprécier, et donc apprendre par cœur et apprendre La Fontaine quand on n'y comprend rien, ça vous dégoûte à tout jamais. Donc tout se passe comme ça doit se passer. Et puis après, il y a les personnes qui font profession de soutenir la poésie et qui effectivement sont des universitaires, des enseignants, et qui sont, par la nature de leur fonction, enfermés dans une approche un peu didactique de la poésie, ce qui risque, là encore, d'en faire un objet d'étude plus que quelque chose de vraiment vivant et populaire. Et quatrièmement, je dirais qu'il y a aussi une chose spécifique à la langue française, qui est une langue plus écrite que parlée. Dans des pays comme l'Angleterre ou d'autres, où la poésie où la langue est naturellement sonore, accentuée. Seulement ça, la langue est accentuée. Une lecture à haute voix est merveilleuse. Vous entendez lire de la poésie arabe par Adonis, par exemple, c'est immédiatement frappant. Vous entendez lire la poésie allemande ou anglaise, c'est immédiatement frappant. La poésie française, avec cette langue peu accentuée, ce n'est pas très spectaculaire, voire ça peut devenir rapidement ennuyeux.
Alors, je me tourne vers les professeurs au sujet de cet élitisme, justement. Comment réagissez-vous là aux propos de Gérard Pfister? Moi, je trouve que heureusement que la poésie est quand même un objet d'enseignement. On pourrait peut-être réfléchir sur le mot d'objet, hein, puisque l'objectus, c'est ce qu'on tient quand même à distance. Or, je pense que les enseignants, même quand ils font apprendre par cœur la poésie, œuvrent pour faire découvrir non seulement un langage, mais quelquefois leur propre sensibilité. Apprendre par cœur, c'est aussi avoir une relation intime au texte. Alors évidemment, la récitation sur l'estrade, les manières d'ordo, n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais on peut faire autre chose. Et je pense que beaucoup d'enseignants, et je pense que Blandine me confirmera aussi, peuvent faire vraiment autre chose. Moi, j'ai fait jouer des Fables de La Fontaine à des sixièmes. Il s'agit de monter des spectacles, il s'agit de jouer avec les fables, hein, et pas uniquement de servir une vision très académique de la fable. Je pense que les enseignants sont conscients de ça. Hein, même si les programmes ont tendance, quelquefois, notamment maintenant en quatrième, à mettre la poésie un peu de côté. Et ça, c'est pas très encourageant, évidemment. Oui, j'ai également à cœur de faire entendre la poésie à mes élèves et surtout la poésie contemporaine. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'élève, moi j'ai dû attendre l'université avant d'avoir des enseignants qui me faisaient lire ce qui s'écrivait aujourd'hui en poésie. Et c'est vrai que j'avais considéré ça un peu comme un genre, je dois le dire, poussiéreux. Voilà, parce que on apprenait un peu les textes de manière automatique, il n'y avait pas de vraie analyse. Et puis on avait tendance du coup à réduire la poésie à l'utilisation de rimes et puis des comptes de syllabes, alors que c'est quand même tout autre chose. Alors on a prononcé ce mot de poésie. Oui, vous voulez ajouter poésie, voilà, c'est tout autre chose. c'est tout autre chose. C'est le titre du livre oui. que j'ai présenté au début de l'émission. Donc on a prononcé ce mot et maintenant je crois qu'on aimerait bien en entendre et en écouter un petit peu. Alors on va commencer par vous écouter, Gérard Pfister, avec une première lecture. Voilà, il s'agit d'un extrait du Grand Silence. Je lis le tout début de cet oratorio qui s'appelle Le Grand Silence, qui est en 9 mouvements d'une seule coulée, comme un drame. Mes morts sont derrière moi, mes morts me portent comme un long, profond sillage, une mêlée, épaule contre épaule, rang après rang, courbés en une seule obscure puissance, front contre front, penchés en un unique élan. Mes morts sont derrière moi, mes morts me portent en avant, toujours, qui sait vers quoi, vers où me porte, me pousse. Je reconnais leur visage, derrière moi, paisible, concentré dans l'effort, le corps porté en avant, les yeux ouverts, grands ouverts, sans scier jamais. Je reconnais leur visage, mais ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de lumière, épaule contre épaule, ils sont tous derrière moi, comme un seul sillage, sans cesse s'élargissant, un silence sans cesse plus profond, une ombre indistincte, puissante. Je les sens derrière moi, ils me portent et je les porte en avant, moi aussi, pas après pas, comme un seul sillage, sans cesse s'élargissant, le déploiement d'une onde toujours plus vaste, jusqu'à l'obscur, sans bord, sans horizon. Et je les porte sans savoir vers quoi, vers où. Mes pas s'avancent dans la lumière et c'est déjà la nuit toujours, comme si le sillage dévorait chacun de mes pas. Merci Gérard Pfister. Alors, il était question d'école et de ce qu'on y apprenait. À l'école, les enfants, vous le disiez, entrent très tôt en contact avec des œuvres poétiques. Mais sans vouloir justement magnifier cette période-là, que devrait-on garder en tant que lecteur adulte de cette approche justement enfantine de la poésie, parce que ça compte aussi de savoir la lire pour l'apprécier. Qu'est-ce que vous répondriez à ça Ce qu'il faut garder, je dirais, c'est le commencement. J'ai l'impression que lorsque les enfants, disons les jeunes, abordent la poésie, ils ont besoin de se situer, je dirais, à l'origine de la poésie. Et moi, il m'importait aussi, quand j'étais enseignant avec des plus petits,
de leur montrer que la poésie est tout aussi un regard. Ce que j'aimerais qui continue plus tard dans la poésie, c'est le regard que la poésie a permis. Ça me paraît capital. Un regard patient, un regard qui attend les mots, un regard qui ne se précipite pas, un regard qui prend du recul. Et pour moi, ce serait le plus beau compliment si quelqu'un me disait qu'il avait appris ça dans un de mes cours, en ayant peut-être appris une poésie. Est-ce que vous avez comme ça en tête le travail sur un texte justement que vous avez proposé et qui a pu déclencher justement cet intérêt Ça, on ne peut pas savoir jusqu'où ça a été, mais il est vrai que j'avais demandé d'avoir une classe qui donnait sur un cerisier japonais dans un des pires collèges où j'ai jamais enseigné. Et c'est vrai que c'était important de suivre le rythme des saisons et de faire cesser le cours pour avoir une demi-heure qui pouvait être de contemplation, d'écoute aussi des bruits de la ville, et qu'à ce moment-là, on pouvait commencer à écrire. Et avoir cette petite expérience de l'écriture permettait aussi peut-être de prendre la mesure de ce qu'on donnait à apprendre, de ce que les poètes découvraient comme territoire. Ce qu'on transmet alors là, c'est aussi l'art de lire. Hein. C'est l'art de lire et je dirais peut-être d'écouter les mots, d'écouter les rythmes. Gérard Pfister, sur cette approche presque enfantine de la poésie, je crois que vous avez aussi beaucoup à dire. Je crois que la dimension orale de la poésie est une chose qui a été longtemps oubliée, qui évidemment, chez les enfants et les plus grands, les de 6e, est évidemment essentielle. Et chez les adultes, je crois que c'est pareil. Il faut redécouvrir la lecture de poésie. En France, c'est une pratique qui se développe fort heureusement. On peut même dire qu'elle est devenue quelque chose de très important avec les performances, où là, la poésie presque parfois est oubliée, où il ne reste plus que l'oralité. Mais enfin, c'est très important de redécouvrir que la poésie, c'est d'abord du son, c'est d'abord de la voix, c'est une matière qui est liée à la respiration, au corps. Il me semble qu'après-guerre, la poésie a eu un lien très intime avec la peinture. Beaucoup de grands poètes comme René Char, comme Yves Bonnefoy, bien d'autres, et surréalistes avant, ont été très proches de la peinture et inspirés par la peinture. Et je crois que ce qui va peut-être revenir avec cette oralité, c'est un rapprochement par rapport à la musique. Redécouvrir au fond ce qui a été l'origine de la poésie, c'est-à-dire le chant dans les psaumes, le chant chez Villon ou chez Charles d'Orléans, et le chant chez La Fontaine. Et ce qui va peut-être la populariser, oui, davantage. C'est le seul moyen pour que la poésie revienne vers le public et qu'elle redécouvre que la poésie, ce n'est pas quelque chose qui est là sur des pages blanches et mortes et qu'on ne sait pas par quel bout prendre, mais que c'est une matière vivante, que c'est un souffle qui porte de la parole, qui porte de la vie et qui est vraiment essentiel à notre destin humain. Alors, dans votre ouvrage, Gérard Pfister, La poésie, c'est autre chose, vous posez la question: comment se fait-il que si peu de gens se soucient de poésie? Et parmi les explications que vous donnez, en voici une: la démarche poétique, écrivez-vous, peut effrayer car elle nous met face à notre mort, au tragique de notre existence. Alors ça, vous me l'avez dit, je crois que c'était pas écrit. Qu'est-ce qu'elle vient toucher là, et qu'est-ce qui nous fait peur? La poésie, depuis toujours, c'est, l'expression mythologique le dit, c'est être saisi par la muse ou bien par les sibylles, c'est être attiré hors de soi, être saisi par quelque chose d'autre. Et c'est cette dépossession de soi qui est déjà un danger, qui fait peur. Le poète ne peut pas être poète s'il ne prend pas de risques. C'est pour ça que la poésie doit toujours réinventer ses formes, réinventer sa diction, et que le lecteur lui-même doit entrer dans ce risque, dans cette aventure de la parole. La parole est une aventure. Et si elle n'est plus une aventure, c'est de la communication, c'est la parole morte. C'est ce prêt-à-penser qui nous est livré tous les jours, qui nous est rabâché, ces éléments de langage. Comme on dit, la poésie, c'est le contraire des éléments de langage. C'est du langage qui ne devient plus que de respiration, du chant, un corps en train de
de souffler. Et on entre là dans quelque chose de très profond, dans des zones de l'inconscient, dans des zones de l'inconscient du corps, dans les zones de la petite enfance, dans les zones, ce que j'exprimais par ce texte, de ceux qui nous ont précédés, qui évidemment sont dangereuses, et que non, on n'a pas forcément envie d'aller voir. Je comprends que nos contemporains qui sont habitués au confort, qui sont habitués à leur routine, la poésie, ça les déstabilise. La poésie est faite pour déstabiliser. La poésie, son honneur, c'est d'être une parole de liberté. Mais la liberté, ça se mérite. C'est cher, la liberté. Et tout le monde n'aime pas la liberté. La servitude volontaire, depuis la Boétie, on sait que c'est une tentation assez fréquente. La poésie est faite pour déstabiliser, Blandine Merle. J'approuve, oui. C'est vrai que c'est une aventure, une haute aventure que de lire de la poésie, qui en effet déstabilise le lecteur parce qu'elle l'invite à rentrer en lui-même, plus qu'à sortir en fait. Et c'est une épreuve, ça peut être vécu comme une épreuve. J'ajoute, oui, à ce que disait à l'instant Gérard Pfister sur la poésie comme matériau, comme chair. Je voudrais ajouter là-dessus, je suis tout à fait d'accord, et que la poésie, c'est une chair, cette matière qui s'adresse à une chair, et plus qu'à une raison. Et être lecteur, enfin lire de la poésie, ça demande de mettre en suspens nos habitudes de pensée, nos habitudes de raisonnement. D'être disponible. Et oui, d'être disponible à un langage qui va s'adresser aussi à notre corps, qui part du corps et de l'auteur, de ses expériences, pour s'adresser au nôtre. Oui, Patrick Piguet, je ne sais pas si... Moi, j'aimerais quand même ajouter que la poésie est quand même aussi liée à l'étonnement, à l'émerveillement. Il y a une parole de Valère Novarina qu'on évoquait tout à l'heure, et qui dit qu'au centre même de la parole, il y a l'étonnement d'avoir des mots. L'étonnement d'avoir des mots, mais c'est aussi l'étonnement d'être là, l'étonnement d'être devant un arbre, de voir que la vie recommence. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du printemps des poètes. Je crois que ça a à voir profondément avec ce qu'est la poésie, de voir ce surgissement, et d'essayer de communiquer ce qui va avec ce surgissement, d'essayer de faire ce trajet depuis l'origine de ce qu'on a ressenti, depuis l'origine aussi de sa propre vie, pour amener en quelque sorte une floraison du langage. Et ça, c'est toujours un risque. C'est toujours un risque. Les tempêtes sont quelquefois dures pour les fleurs. Alors, Blandine Merle, on va maintenant vous écouter, si vous en êtes toujours d'accord, Toujours, oui. sur un extrait de votre premier ouvrage, donc par Obol. Voilà. La manie du papier ne laisse pas plus d'ordre à la fin. Il reste le théâtre éclairé d'un dos, l'appariement en silence d'une feuille à une idée, la trace enfin du pli et du tri. C'est couturer à soi le temps du purgatoire. L'âme ira bien assez vite d'un côté. L'épaule aux jointures, le sein aussi, elle, une pluie d'or, ce qu'ils en peuvent et les. Si rien ne vient, l'encre ainsi se teinte en rouge sur les cartons lorsqu'il est écrit « fragile ». Merci Blandine Merle. Alors, vous avez à plusieurs reprises prononcé tout à l'heure le mot de liberté, et ce mot, il apparaît dans cet essai, souvent aussi. Dans la poésie, c'est autre chose, et on sent bien que ni les poètes, ni les poèmes ne se laissent enfermer dans des catégories. Ainsi, m'avez-vous dit également en préparant cette émission, vous n'aimez pas ce terme de poésie religieuse et vous préférez évoquer en poésie l'exploration d'une voie spirituelle. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir débat peut-être entre vous sur ce sujet. Oui, je crois que la poésie, effectivement, nous tire hors de nos habitudes, de notre
cet enfermement où la vie quotidienne prend chacun, et de plus en plus dans cette vie hyper organisée qu'est la nôtre, elle doit nous sortir de nos habitudes de langage, d'où l'importance de la traduction qui nous permet de remettre en cause notre langage. Elle nous sort de notre pensée pour nous ramener à l'intérieur de nous-mêmes, et elle nous mène vers un inconnu. Donc il y a une sorte de démarche de dépossession de soi, de dénudement. C'est presque le Husgéen de Maître Eckhart. C'est vraiment une sorte d'ascèse. En quoi je dirais que la démarche de la poésie est par nature spirituelle. Il n'y a de poésie que spirituelle. Et dans une époque où la spiritualité est en danger, et tout au moins est oubliée par les mêmes menaces que j'évoquais tout à l'heure, il est naturel que la poésie elle-même ait la peine à se faire entendre. Alors, la poésie religieuse ou la poésie politique, c'est évidemment une redondance, puisque la poésie, c'est cette sortie de soi pour aller au fond du cœur, pour aller au fond du souffle, pour aller au centre même de notre condition humaine, et là où est l'universel et où est le plus singulier, ça n'a vraiment pas de sens que de rajouter religieux, c'est-à-dire qui serait le plaquage de thèmes liés à telle ou telle confession, tel dogme, ou politique. Si la poésie est effectivement cet affranchissement radical de l'être, c'est une leçon de liberté, et donc c'est essentiellement politique. Donc la poésie par nature spirituelle, par nature politique, et la poésie engagée ou la poésie religieuse, ça me paraît des redondances fâcheuses. Alors, vos réactions à tous les deux par rapport à ce qui vient d'être dit? J'ai entendu Blandine parler de purgatoire, donc il y a tout ce qu'il faut dire là-dessus. C'est vrai que la poésie est une descente en soi, quand on écrit au plus profond de l'expérience qui motive l'écriture, qui inspire l'écriture. Et à partir du moment où ce travail de descendre dans les profondeurs se fait, que le thème ensuite soit ou pas religieux, il va parler de l'universel de l'humain, et à ce titre, il me semble effectivement qu'on peut parler de spirituel. Patrick Piguet. De toute façon, enfin, je pense que je suis profondément d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais il me semble que je vis, en tout cas, quand j'écris de la poésie, un état de reconnaissance, notamment vis-à-vis de la Bible. Mais de quoi ne parle pas la Bible ? Donc, si on se sent biblique, on parle de tout. Il n'y a pas de thème religieux. À la limite, la Bible, c'est pas un livre religieux d'une certaine manière. Hein. C'est un livre de vie. C'est un livre de vie, et qui vous donne comme la sonorité de la création originelle dans les oreilles, et avec ce battement-là, on écrit. Est-ce que c'est de la poésie religieuse ? Je crois qu'effectivement, il y a danger à estampiller une poésie avec le terme religieux, je suis d'accord. Et pourtant, il existe des poètes dont la démarche spirituelle est claire, enfin, où vraiment le spirituel est un matériau, pratiquement, non ? Je ne sais pas si... La démarche est toujours spirituelle. Alors parfois, effectivement, le thème peut être celui-ci ou celui-là. Effectivement, de grandes peintures ont été réalisées, continuent d'être réalisées. Je voyais ces magnifiques peintures de Titus Carmel autour du retable d'Issenheim, de Grunewald. Eh bien, un artiste aussi contemporain que Titus Carmel peut s'inspirer de ces grands thèmes-là. Un poète qui est dans cette démarche spirituelle peut s'inspirer de ces grands thèmes-là. Ce qui est important, c'est que la poésie ne soit pas dans une démarche de reproduction de thèmes, illustrative de thèmes, commentaires de thèmes. Si c'est ça, même en vers, même très joli, ce n'est pas la poésie. Si, au contraire, c'est porté par ce grand souffle qui est l'essentiel de la poésie, qu'importe, toutes les choses viennent gratuitement dans la poésie. La poésie peut charrier 1000 choses. Il y a ces deux mots de prophétie et de révélation qui
qui sont comme des échos aussi et qui reviennent très souvent dans Oui. les thématiques. De toute manière, je crois que c'est Perros qui écrivait ça, que l'écrivain écrit ce qu'il veut, et le poète écrit ce qu'il peut. Donc, c'est Michaud qui disait, le poète n'est pas maître chez soi. L'inspiration que je citais tout à l'heure est une réalité étrange, mais il est vrai qu'un véritable poème, comme un grand roman, est dicté de l'intérieur et a une logique interne que le poète ne dirige pas. Ou bien on retombe dans l'illustration, le commentaire dont je parlais. Alors, il y a, semble-t-il, et écrivez-vous dans cet essai, dans la poésie contemporaine, la tentation de trouver dans le poème ce que les religions ne donnent plus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette phrase qui est écrite vers la fin de votre essai? Je l'ai écrit il y a quelques années, alors là vous me posez une colle. Mais que puis-je dire? Effectivement, il y a... Oui, vous parliez de la poésie comme ultime consolation quand tout s'en va, voilà, et ensuite... Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de fétichisme de la poésie qui peut devenir une sorte de prophétie de pacotille, de vérité oraculaire. Je n'évoquerai pas là le nom de certains poètes, mais il y a des poètes oracles, des poètes bouches d'ombre qui vaticinent des vérités obscures qui peuvent être prises par le lecteur pour une sorte d'ersatz de foi. Et il y a toujours cette nostalgie. Je crois que, par exemple, il y a eu certains, à l'époque surréaliste, des amusements là-dessus. Vous savez, les haricots qui sautent. Bon, il y a toujours le goût du merveilleux, et voire du merveilleux de l'imposture. Hein. Donc, la poésie, et les surréalistes s'en sont amusés, peut être l'outil de pas mal de manipulation de la parole et qui parfois pour le lecteur peuvent être, je crois, assez néfastes. Du merveilleux, du mystère aussi. Oui, mais souvent de pacotille. Oui. Patrick Piguet sur ce thème-là pour... J'ai l'impression que là, si le poème est refuge, c'est parce que peut-être que la veine poétique n'est pas assez exploitée, revisitée par les religions elles-mêmes. Il suffit d'entendre comment parfois les psaumes sont lus, d'ailleurs ils sont assez rarement lus, ils sont plutôt chantés, pour voir que la sensibilité à la poésie s'émousse au cœur même du religieux. Et ça, je trouve ça fortement regrettable, puisque devrait faire partie de la liturgie une lecture non seulement audible, mais qui nous emmène quelque part, et ce qui ne sont pas de déclarer. Je crois que là, il y a presque une nouvelle éducation à faire pour une lecture qui soit vraiment non seulement un choix, mais qui fasse goûter ce dont elle parle. Et ça, c'est important. Alors, vous parliez de lecture, donc on va rester avec vous. Et avec Source du ciel, je crois que vous avez choisi deux poèmes. Hein. Deux poèmes assez différents. Un poème lié à une forme de nostalgie et une autre, au contraire, au bonheur de la naissance. Entre nous plus rien, si ce n'est l'arbre, entre les pierres qui l'écoutent, ou une rive de la Seine qui noie tranquillement ses syllabes, ou peut-être encore un visage à l'orée des questions, peut-être aussi une voix qui s'effraie de ne plus rien savoir quand les couleurs s'endorment. Et il n'y a plus rien entre nous qui ne mérite d'être tu dans le silence du poème. Naissance. Il viendra au chant du coq ou du matin, ou encore une nuit comme un voleur venu de l'intérieur, aimant sa mère jusqu'à l'ouvrir, le sang et la lumière. Le cercle s'est rompu, les tissus ont crié. Quelque chose s'échappe qui vous prendra par la main, un jour de l'autre rive. Dans sa nuit amoureuse, notre oui a pris corps. Chemin de chair pour l'herbe neuve,
L'un que nous fîmes est l'aujourd'hui d'un autre, à peine saisissable entre les mains humaines. Ton cœur sera de chair. Je ferai que tu marches. Alors, Patrick Piguet, vous me parliez en préparant cette émission de certains préjugés que le public a encore à l'égard de la poésie et d'une illusion que la poésie, c'est une forme de sentimentalisme. Et je crois que vous insurgez contre cette approche-là et que c'est important de s'insurger. J'allais dire qu'à la fois, le poème ne dit pas forcément bien les premiers émois amoureux. Ceci dit, il est aussi naturel que cela commence par là. Il est naturel qu'à la poésie soit réservée, au fond, la première grande expérience de l'altérité, une naissance de soi-même. Et donc, je ne serai pas trop sévère. Il est évident qu'il est bon que cette idée évolue. Et moi, j'ai trouvé quand même que l'accueil de la poésie, notamment parmi les élèves un peu plus grands, était merveilleusement mûr. Qu'il y avait une forme de gravité légère, si je puis dire, excusez le paradoxe, mais à la fois d'une attention soutenue et d'une prise en compte de la légèreté des mots. Et je trouve qu'au fond, là, il y a une vraie attente vis-à-vis de la poésie. Et on peut dire que encore les étudiants ne sont pas centrés sur ce qu'ils écrivent, mais ont désir de s'ouvrir. Je trouve qu'il y a là plutôt un signe d'encouragement. Je ne sais pas sur ce thème si l'un de vous a envie d'intervenir sur ce thème du sentiment exprimé et peut-être le fait de dire que la poésie, ça peut être une illusion que de penser que la poésie est uniquement sentiment. C'est une approche assez commune aussi. La poésie est émotion. C'est Verdi qui le disait, et c'est vrai. Mais entre l'émotion et le sentiment, il faut faire la différence. Le sentiment est quand même très lié au moi, à une projection narcissique sur un objet. Si c'est ça le sentiment, et si la poésie est cela, c'est l'inverse même de ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire cette dépossession, cette espèce d'enthousiasme qui nous projette au-delà de nous. Cette grâce plus belle encore que la beauté dont parle La Fontaine, cette chose qui grâce, c'est le recueil de Mambrino. Il y a une grâce là-dedans qui nous est donnée. Nous ne sommes pas l'auteur de la poésie. Donc le sentiment, on sent trop bien l'auteur qui est là et qui veut dire son sentiment et qui s'épanche. La poésie, c'est le contraire de l'épanchement. La poésie... Keats disait il n'y a pas, le poète est la chose la moins poétique qui soit, car il n'a pas d'identité. Alors après ça, comment voulez-vous parler de sentiment? Le poète n'a pas d'identité. Alors, Gérard Pfister, en début d'émission, je signalais que vous êtes également traducteur et éditeur, et que dans ce cadre-là, vous menez aussi une réflexion sur la poésie des autres. Vous lisez beaucoup les autres, vous les avez aussi beaucoup traduits. Je ne sais pas si vous continuez toujours à beaucoup traduire. Et j'imagine que vous avez aussi vos idées sur la manière dont il faudrait en parler, la transmettre, et que vous agissez certainement aussi dans ce domaine. De quelle manière? Quelle est votre approche de la transmission, justement? Effectivement, la traduction doit se faire à tous les niveaux, d'une langue à l'autre. Ensuite, il faut éditer. Éditer, d'une certaine manière, c'est traduire sur le papier, mais ça ne suffit pas encore pour que le texte accède vraiment au lecteur, car aujourd'hui, le gros problème, c'est que les lecteurs ne savent pas lire. Et que, de même manière qu'un poème italien, il faut le traduire en français pour que les Français puissent y accéder. Je crois qu'un poème écrit, il faut le traduire en oralité pour que le lecteur puisse y accéder. Le rapport à l'écrit
est faussée par la surconsommation de tous nos ordinateurs et de toute cette langue instrumentalisée, morte. Quand on lit instinctivement, on est repris dans cette habitude d'une langue morte. Et il faut que la voix reprenne possession de la parole pour qu'elle redevienne vivante, qu'elle redevienne rythme, qu'elle redevienne chantante. Donc, au-delà de ce travail de traducteur puis d'éditeur, il est vrai que depuis quelques années, à Strasbourg, nous avons essayé de porter vers le public autrement, plus loin encore, la poésie. Et on s'aperçoit que la voix d'un bon comédien peut donner un accès extraordinaire au texte qu'on aurait cru réservé à de très très fins lecteurs. Alors justement, si on veut un peu détailler, je crois que ça s'est déroulé il y a très peu de temps d'ailleurs, Oui. non, ces rencontres. Qu'avez-vous mis en place et comment donnez-vous accès finalement à ces textes? Donc si j'ai bien compris, il y a des comédiens qui sont là. Oui, je ne ferai pas accaparer la parole. C'est une vaste entreprise. Cela fait. Nous avons créé des prix littéraires, prix européen de littérature, prix de littérature francophone Jean Arp, un prix du patrimoine Nathan Katz. Nous avons la chance à Strasbourg d'avoir le Théâtre national de Strasbourg avec une école de théâtre qui est une des meilleures de France, d'avoir des troupes formidables. On a un public qui est très habitué au concert, à la musique. C'est un des publics les plus mélomanes qui soient, avec l'Opéra du Rhin, avec le Philharmonique de Strasbourg. Donc il est vrai que dans cet environnement et aussi avec le plurilinguisme de cette région qui fait qu'on peut entendre résonner la parole dans différentes langues, avec le fait aussi que c'est une région concordataire et que la littérature n'est pas coupée de la spiritualité, qu'à l'université, qui est notre grand partenaire, on peut à la fois parler en même temps de littérature, de poésie et de théologie et de spiritualité. Ça, c'est extraordinaire, mais c'est un long propos. L'interdisciplinarité également. Voilà, c'est toute une aventure et je crois que c'est un long travail aussi de formation des auditeurs, car même si on travaille beaucoup, il faut que les gens viennent. Une fois qu'ils sont venus, que se crée comme le concert. On ne va pas naturellement au concert. Il faut que les gens petit à petit se disent, bon, la musique sur les disques, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est mieux quand on l'entend au concert? Ça rappelle un petit peu la démarche de René Martin et de la folle journée de Nantes et de la manière dont il parle de cet accès à la musique, hein, ce que vous nous dites. Mais là. oui. Le gros problème, c'est tous ces objets culturels qui, au fond, coupent le contact réel avec les créateurs et avec l'art vivant. Patrick Piguet, un mot là-dessus peut-être? Moi, je pense qu'effectivement, l'oralité est essentielle. Et je pense que la philosophie, en ce moment, sur le plan universitaire, s'intéresse aussi à la poésie. Il est vrai que Yves Bonnefoy, qui n'est peut-être pas encore assez connu, malgré tout, a été un grand ambassadeur de l'oralité, parce qu'il publie d'ailleurs des CD, où il réorganise d'ailleurs ses recueils. C'est quelqu'un dont la voix est émouvante et qui fait le pont entre philosophie, poésie, art plastique. Et je crois que la poésie a tout à gagner à ce commerce profond entre les arts. Sur cette interdisciplinarité, justement, Blandine Merle, vous avez quelque chose à... Oui, sur la nécessité en tout cas de la lecture à voix haute de la poésie. C'est vrai que ça peut être une manière de découvrir ou de redécouvrir ce genre. Alors, vous évoquiez les différents supports de lecture aussi et la transformation de ces supports. Moi, la question que je me posais, c'est savoir si dans la composition même des poètes, de la poésie, ces changements d'outils finalement interviennent et sont créateurs d'autres manières d'exprimer la poésie, justement. C'est vrai que l'espace du poème est en train de changer. Et à l'heure qu'il est, je ne peux pas vraiment répondre, mais on peut déjà imaginer que la notion de page, je ne dis pas qu'elle sera caduque, mais en tout cas, l'espace de l'ordinateur n'est pas uniquement cerné par le cadre de l'objet ordinateur. Et donc, il y a sans doute quelque chose de l'ordre de la continuité qui peut aussi se retrouver, que le texte défile, qu'on puisse le faire défiler, que la manipulation des mots se fasse aussi, je dirais, de façon aussi facile, peut permettre à l'imagination de se développer. Ceci dit,
hein. Le contact avec la main est aussi très important. Et enfoncer, presque un stylo dans du papier, c'est une expérience. Inscrire, ça signifie toujours quelque chose. Et peut-être que l'écriture par ordinateur ou sur ordinateur viendra dans un second temps. Mais ça permet un échange extraordinaire. Mais voilà, nous sommes devant une accumulation de messages et je ne suis pas sûr que la poésie puisse aussi tirer son épingle du jeu quand vous avez 50 messages qui vous arrivent d'un seul coup. Comment faire en sorte que le message qui contient de la poésie s'ouvre? Alors, vous nous proposez ce soir, vous êtes arrivés avec des pistes de lecture les uns et les autres. Alors, Blandine Merle, vous ne l'avez pas physiquement, mais peut-être avez-vous une idée de piste là dès à présent. Vous aviez envie de nous faire découvrir certains ouvrages. Alors, Patrick Piguet, je vous laisse nous parler des ouvrages que vous avez amenés ce soir et nous dire pourquoi vous avez envie que les téléspectateurs les découvrent. Voilà. C'est vrai que j'ai envie de commencer par Judith Chavannes, qui anime des ateliers d'écriture, qui est une spécialiste de Philippe Jacotet, voilà, et qui vient de publier un de ses derniers recueils, qui s'intitule « À ciel ouvert ». Et je trouve ça un titre magnifique. On oublie de penser au ciel qui est ouvert au-dessus de notre tête. Et je trouve que dans sa simplicité, elle dit quelque chose qui fait partie de l'expérience commune. Et on entre dans ce recueil comme si on feuilletait quelques souvenirs, quelques photos, et des photos qui ne sont pas jaunies, je vous prie de le croire. Il y a des expériences, quelquefois douloureuses, qu'on trouve parfois aussi dans des romans, mais là, ce qu'on peut deviner de certains moments, eh bien, s'ouvre à quelque chose qui n'est pas dit. Hein. C'est ça qui, je trouve très précieux dans la poésie, c'est qu'elle peut garder quelque chose de secret dans le fait même de parler. Et alors après, il y a un ouvrage de Jean-Pierre Lemaire, qui est un auteur que vous connaissez bien, Blandine Merle, pour l'avoir étudié. Alors oui, voilà, consacré des masters de recherche sur son œuvre. Alors Figure humaine est son dernier recueil. Et enfin voilà, je livrerai simplement une image qui me reste très forte de ce recueil. C'est l'image d'un filet de pêcheur qui est repris dans plusieurs poème. Et au cours de la lecture du recueil, on a le sentiment d'être introduit par les mots, le rythme et les images dans ce filet, et d'être ramené au cœur de l'expérience qui est donnée à lire dans ce Figure humaine. Donc autre piste de lecture, et puis vous en avez encore une à nous proposer, Patrick Piguet. Bah oui, Thomas Tranströmer, ouais, qui est quand même le dernier prix Nobel de littérature. Hein, et je suis un peu désolé de voir que les libraires ont déjà oublié son nom. Qui est un poète, je dirais tous azimuts, qui nous parle de la vie moderne, qui nous parle des ascenseurs qui respirent, qui nous parle d'un train qui s'arrête. Et ces moments sont des aventures. Et ça, je vous recommande vraiment cette lecture. C'est un immense poète, très connu dans son pays, et qui a été, je crois, le poète au monde le plus traduit depuis quelques années. Donc ça, c'est une vraie découverte. Je reconnais qu'avant le prix Nobel, je ne connaissais pas Tranströmer, et je suis heureux maintenant de me promener avec ce petit livre. Alors Patrick, Gérard Fisser, il nous reste 2 minutes pour ces ouvrages avec lesquels vous êtes venus ce soir. Alors de quoi s'agit-il? Pour un éditeur, ce n'est pas facile de présenter seulement 2 ouvrages. Mais voilà, il m'a semblé que cet ouvrage d'Henri Méchenique, L'obscur travail, est particulièrement important. C'est le dernier texte qu'il ait écrit lorsqu'il était à l'hôpital dans ses derniers jours. Et ce philosophe, grand théoricien de la poésie, traducteur de la Bible, grand spécialiste de Victor Hugo, est arrivé là à une simplicité, une fluidité, une allégresse, oserais-je dire, je dirais un côté Chagall. Ce sont des textes très brefs, mais qui respirent là une profonde joie d'un homme qui est à la veille de mourir. Ce sont des textes extrêmement émouvants et d'une écriture totalement originale et libre, sans aucune cuistrerie. C'est inouï.
Quant ça à vient de l'autre, paraître chez ça vient de Influent, hein. paraître en D'accord. janvier, effectivement. Et puis Jean C'est Mambrino. tout dernier recueil. Et il s'agit là encore Oui. du dernier recueil de poèmes de Jean Mambrino. Jean Mambrino est né en 1923. C'est l'un des tout plus grands poètes français, une œuvre immense, traducteur de Hopkins et de d'autres poètes anglais, grand connaisseur du théâtre. Pendant 40 ans, il a tenu à la revue Études, la rubrique du théâtre, un homme d'une curiosité universelle, et ce recueil d'un dépouillement correspondant au titre, n'est-ce pas? C'est un recueil qui est une pure grâce. Il a voulu que ce soit son dernier texte. Il s'est arrêté ensuite d'écrire pour maintenant méditer. Très bien. Ben, je vous remercie vraiment tous les trois. J'ai gardé un petit temps pour faire certaines annonces des événements à venir, notamment, notez bien que le 12 avril 2012, à l'Institut catholique de Paris, pour la deuxième année consécutive, eh bien, une soirée poétique aura lieu autour de François Tching, que vous avez également publié. Cette soirée, elle est organisée par Nathalie Nabert, qui était d'ailleurs présente sur ce plateau l'année dernière. Et puis, c'est en juin, du jeudi 14 au 17 juin 2012, place Saint-Sulpice, que se tiendra le 30e marché de la poésie. Voilà, le printemps des poètes, ça vous l'avez compris, c'est déjà passé. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour notre sujet. Le titre de l'émission sera « Les prises de parole dans l'espace public » et je recevrai Henri Tinck, Laurence Mazurel et Jean-Claude Guillebaud. Bonne fin de soirée sur KTO et merci.